Chers amis et chers amis de l'histoire, bonjour. Afin de commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier le 5 mai 1821, je vais vous raconter dans cette présentation que j'ai intitulée Longwood, Morne Plateau, les 6 années d'exil que l'empereur passa sur l'île de Sainte-Hélène. Et quoi de mieux pour commencer que de citer Napoléon lui-même? J'ai porté la couronne impériale de France, la couronne de fer de l'Italie, et maintenant l'Angleterre m'en a donné une autre, plus grande encore et plus glorieuse, celle portée par le Sauveur du monde, une couronne d'épines. Après la défaite de Waterloo le 18 juin 1815, Napoléon revint le plus vite possible à Paris, où il réunit le Conseil des ministres et décréta la patrie en danger. Mais il était déjà trop tard. Sous l'impulsion de Fouché, qui, tout comme Talleyrand, n'était pas à une trahison près, le Sénat exigeait son abdication. Pour l'empereur, la partie était perdue. Il ne lui restait qu'une solution, quitter Paris et se retirer à la Malmaison avec une partie de ses fidèles. Mais à peine y était-il depuis quelques jours qu'il lui fallut envisager de fuir à nouveau, car l'ennemi s'approchait dangereusement et déjà l'on entendait le bruit du canon. Le 29 juin, en fin d'après-midi, en compagnie des généraux Bertrand et Becker et de l'ancien ministre de la police Savary, il quittait Rueil-Malmaison pour se rendre sur la côte atlantique, plus précisément à Rochefort, dans l'attente d'un laissez-passer pour l'Amérique. Quelques jours plus tard, le 8 juillet, toujours pressé par l'ennemi, principalement les Anglais, il quittait Rochefort et se rendait à l'île d'Aix où, durant plusieurs jours, il attendit ses papiers. Le 13 juillet, il reçut la visite de son frère Joseph, qui le supplia de s'embarquer au plus vite pour l'Amérique. Cependant, et après mûre réflexion, l'idée de fuir devant l'ennemi lui faisant horreur, les prières de ses fidèles furent vaines. Napoléon avait décidé de confier sa destinée au prince régent d'Angleterre. Voici un extrait de la lettre qu'il écrivit. Altesse royale, en but aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai terminé ma carrière politique et viens, comme Thémistocle, m'asseoir sur le foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ces lois que je réclame de votre Altesse royale, comme du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de mes ennemis. Fin de citation. Le 15 juillet 1815, en compagnie du comte Lascaz, l'empereur se rendit à bord du Bellérophon, commandé par le capitaine Maitland, qui l'accueillit avec beaucoup de déférence. D'ailleurs, plus tard, cela lui sera reproché par l'amirauté britannique, qui considérait Napoléon comme le perturbateur de la paix du monde et l'ennemi du genre humain. Rien que ça. Le 31 juillet 1815, toujours à bord du Bellérophon, ancré au large de l'Angleterre, Napoléon a pris la décision du gouvernement anglais de le déporter sur l'île de Sainte-Hélène. Aussitôt qu'il fut informé de cette décision, il s'adressa au capitaine Maitland, je cite, « Sainte-Hélène, l'idée seule m'en fait horreur. Être relégué pour la vie dans une île située entre les tropiques, à une distance immense de tout continent, privé de toute communication avec le monde, et tout ce qu'il renferme de chair à mon cœur, c'est pire que la cage de fer de Tamerlan. Je préférerais qu'on me livrât aux Bourbons. M'exiler dans cet endroit, autant aurait valu tout de suite
signer mon arrêt de mort, car il est impossible qu'un homme de mon tempérament et de mes habitudes puisse vivre longtemps dans un tel climat. Je proteste solennellement ici, à la face du ciel et des hommes, contre la violence qui m'est faite, contre la violation de mes droits les plus sacrés, en disposant par la force de ma personne et de ma liberté. Je ne suis pas le prisonnier, mais l'hôte de l'Angleterre. Si le gouvernement, en donnant des ordres au capitaine du Bellérophon de me recevoir, ainsi que ma suite, n'a voulu que me tendre une embûche, il a forfait à l'honneur et flétri son pavillon. J'en appelle à l'histoire. Elle dira qu'un ennemi qui fit 20 ans la guerre au peuple anglais vint librement, dans son infortune, chercher un asile sous ses lois. Quelle plus éclatante preuve pouvait-il donner de son estime et de sa confiance? Mais comment répondit-on en Angleterre à une telle magnanimité? On feignit de tendre une main hospitalière à cet ennemi, et quand il se fut livré de bonne foi, on l'immola. En son nom, tous ceux qui devaient l'accompagner tentèrent de protester, mais rien n'y fit. Et le 7 août 1815, Napoléon fut transbordé sur le Northumberland qui devait le conduire à Sainte-Hélène. De ce moment, appliquant les décisions de l'amirauté britannique, le commandant du navire, Sir John Cockburn, ne l'appela plus que général Buonaparte, refusant de lui reconnaître le titre de majesté impériale, et ignorant même les plaintes du général Bertrand quant à ce manque de respect, Cockburn lui rétorqua, je cite, « Vous m'obligez à vous expliquer officiellement que je n'ai pas connaissance d'un empereur se trouvant actuellement sur le Northumberland. » Fin de citation. Et Napoléon de dire à Lascaz qu'ils m'appellent comme ils voudront, ils ne m'empêcheront pas d'être moi. Après plus de 3 mois de navigation dans une promiscuité insupportable, le 15 octobre 1815, le Northumberland était en vue de Sainte-Hélène. Napoléon, qui se trouvait à la proue du navire, ne put s'empêcher de dire à ses voisins « Sainte-Hélène, ce n'est pas un joli séjour. » L'empereur avait 46 ans et l'histoire qui commençait à Sainte-Hélène allait être le théâtre entre plusieurs personnages d'un huis clos qui dura 6 années. Dans le but d'isoler l'ex-empereur, les autorités anglaises lui avaient assigné comme lieu de résidence un ancien domaine agricole nommé Longwood House, situé sur les hauteurs de l'île, éloigné de toute habitation et bien sûr d'où il pouvait facilement le surveiller. Une vingtaine de personnes avaient été autorisées à le suivre dans l'exil. Il y avait là, dans l'ordre hiérarchique, le grand maréchal du palais Bertrand, 42 ans, son épouse Fanny et leurs enfants, Napoléon, Hortense, Henri et Arthur, nés à Sainte-Hélène en 1817. Le comte général Montelon, 32 ans, son épouse Albine et leurs 2 filles, Napoléone et Joséphine, toutes 2 nées à Sainte-Hélène. Le général Gourgaud, 32 ans, aide de camp. Le comte Lascaz, 49 ans, mémorialiste, et son fils Emmanuel. Le premier valet de chambre, Marchand. Le mamelouk
Saint-Denis dit Ali, le maître d'hôtel Cipriani, le Suisse Jean-Abraham Nevera, valet de pied de l'empereur, qu'il appelait familièrement mon Benours d'Helvétie, les cuisiniers Lepage, Pierron et Chandelier, les deux frères Archambault comme cocher, et un Corse nommé Santini, homme à tout faire. Le restant de la domesticité avait été recruté parmi la population de Sainte-Hélène. En tout, Longwood abritait une centaine de personnes. À partir de 1818, et sur la demande expresse de Napoléon, les Anglais autorisèrent la venue des abbés Buonavita et Vignali, ainsi que celle d'un médecin, le docteur Antomarchi. Du côté anglais, le docteur O'Meara, un Irlandais, avait su gagner la confiance de l'empereur, mais il avait dû jouer un double jeu et faire des rapports très précis sur tout ce qui se passait à Longwood. La surveillance du prisonnier avait été confiée à l'amiral Cockburn et au gouverneur Wilkes, qui fut remplacé à partir de 1816 par le terrible Hudson Law. 3000 soldats étaient chargés de surveiller le général Bonaparte et ses hôtes. Un cercle de 4000, soit environ 8 km, avait été tracé autour du domaine de Longwood. Autour de cette limite, au-delà de cette limite, toute sortie était strictement interdite à tous les Français, domesticité comprise, sauf à obtenir une autorisation. La nuit, entre deux coups de canon, de 6 heures du soir à 6 heures du matin, les exilés se retrouvaient parqués derrière un muret de pierre qui ceinturait le domaine. Sur les hauteurs environnantes, des sentinelles. Autour de l'île, 4 navires se relayaient afin d'empêcher tout débarquement ou toute tentative d'évasion. Voilà à quoi ressemblait le huis clos de Sainte-Hélène. Et Napoléon de dire « Seul un oiseau pourrait sortir d'ici. À quoi bon ces sentinelles sur la crête des collines? Si la côte est gardée, cela suffit. Le gouverneur Hudson Law n'est pas un général. Il n'a jamais commandé que des déserteurs corses. J'aurais préféré être enfermé à la tour de Londres que dans cette vilaine île. J'y mourrais avant 3 ans. » Fin de citation. Cette vilaine île, comme la qualifiait Napoléon, était perdue au milieu de l'Atlantique Sud, située à 2000 km des côtes africaines et à 2900 du Brésil, mesurant 17 km de long sur 10 de large. Sa superficie était de 120 km² environ. L'île était un ancien volcan surgi des profondeurs, flanqué de terribles falaises, et son point culminant, 900 mètres, s'appelait le pic de Diane. Seule une entaille profonde dans une des falaises permettait d'y accéder, et c'est là que les habitants avaient établi un port qu'ils avaient baptisé Jamestown. Le climat changeait à tout instant. Sur le haut plateau de Longwood, presque complètement dénudé, le vent soufflait continuellement. Quand le soleil brillait, la chaleur était accablante. Toutefois, dans les 5 minutes suivantes, un brouillard épais pouvait tout envahir. Puis venait la pluie qui tombait dru. Cela pouvait durer quelques minutes, ou au contraire 8 jours. Et Napoléon de s'exclamer « Que puis-je faire dans cette île exécrable où l'on ne peut faire 1 mille à cheval sans y être trempé ?»
La nature était au fond des vallées exotiques, luxuriantes, mais sur le haut plateau de Longwood, elle était chétive, arasée par un vent continuel. Seuls quelques gommiers décharnés subsistaient de l'antique forêt. Et là, au milieu de cette désolation, miracle, un chêne avait résisté. D'ailleurs, l'empereur aimait s'installer sous ces frondaisons pour lire, dicter ou se reposer. Ce climat, cette flore, cette situation, la monotonie du temps qui se traînait en longueur, finissait par porter sur les nerfs de tous les exilés. Oui, tout cela crée de l'ennui et une certaine médiocrité d'existence. Heureusement, pour rompre cette monotonie, il y avait l'écriture de l'épopée. À toute heure du jour ou de la nuit, l'empereur faisait appeler Lascaz, Montelon, Bertrand ou Gourgaud pour dicter ses souvenirs. Ces séances duraient souvent des heures, Napoléon étant alors intarissable. Cependant, pour la plupart des exilés, les jours et les nuits se succédaient, toujours pareils. L'on essayait bien de se créer des distractions, mais celles-ci s'avéraient vite de plus en plus pesantes. L'imagination n'avait plus de limites et elle rendait fou. Combien de fois Napoléon n'a-t-il pas dit à Gourgaud qui était jeune et célibataire: arrêtez votre imagination, vous allez devenir fou. Et effectivement, avant de le devenir, sur l'ordre de l'empereur, il dut quitter Sainte-Hélène en 1818. Malgré les efforts de Napoléon pour diversifier les journées, un climat de morosité s'était installé. Pour y remédier, l'on changea à plusieurs reprises les heures des repas, un jour 19 heures, le lendemain 20 heures, une autre fois 21 heures. Et suivant les caprices du temps, les heures des promenades furent aussi changées. Une fois le matin, l'autre l'après-midi. Aujourd'hui à cheval, demain en calèche. Une autre façon de se distraire, c'était de recevoir quelques voyageurs qui, venant du Cap ou d'Angleterre, faisaient escale à Sainte-Hélène et désiraient rencontrer l'illustre prisonnier. À chaque fois, c'était un peu comme une fête, car ces visiteurs ne venaient pas les mains vides. Ils apportaient des livres et surtout des journaux venus d'Europe avec 3 ou 4 mois de retard. Encore fallait-il que l'empereur les acceptasse, car au fil des jours, son caractère s'était aigri et il était devenu de plus en plus exigeant. Le souvenir de ce qu'il avait été était une préoccupation constante de son esprit. Aussi, dès le début de son installation à Longwood, il imposa à sa petite cour une sévère étiquette. Le soir, avec le peu de moyens disponibles, c'était grand dîner comme aux Tuileries. Tous les lustres de la salle d'audience, de la salle de billard et de la salle à manger étaient allumés, provoquant souvent des syncopes à cause de la chaleur excessive qu'ils dégageaient. Les toilettes les plus soignées étaient de rigueur. Ces messieurs en grande tenue militaire, ces dames en décolleté. Mais tous les jours, il fallait passer les habits au fer, car, imprégnés d'humidité, ils sentaient le moisi. Grâce au budget alloué par les puissances victorieuses, les exilés jouissaient d'une certaine aisance matérielle.
Ainsi, la table était toujours fort bien garnie. Volailles, poissons, moutons, légumes et fruits provenant de l'île ou importés d'Afrique du Sud ou d'Angleterre. Cependant, la viande de bœuf était le plus souvent de fort mauvaise qualité, car les bêtes transportées à fond de cale depuis le Cap arrivaient tellement décharnées qu'il aurait fallu une année pour les réengraisser. De toute façon, et malgré les efforts du cuisinier Pierron pour apprêter au mieux les aliments, tout était sujet de plainte de la part des exilés, et surtout la qualité des vins provenant d'Afrique du Sud. Comme le disait souvent l'empereur, cet enfermement dans cette île minuscule, cette semi-liberté accordée au compte-gouttes, semblait pire qu'un emprisonnement dans une forteresse du nord de l'Écosse. Quelquefois, la comtesse Albine de Montelon se mettait au piano et chantait des airs de Paesiello ou de Cimarosa. Mais vite elle fatiguait, car elle chantait faux. Malgré cet étalage de faste, vaisselle d'or, service à café de Sèvres, petit concert et table bien garnie, tout sentait la médiocrité. D'ailleurs, certains visiteurs anglais le faisaient remarquer, à l'exemple du général Bingham, le commandant de la garnison de Sainte-Hélène, qui, je cite, « Ce fut un dîner magnifique. Il ne dura que 40 minutes et après, nous passâmes au salon pour jouer aux cartes. » Mais le dîner fut plutôt morne. Les gens qui vivent avec Bonaparte parlaient à voix très basse et lui-même était si occupé à manger qu'à peine a-t-il dit un mot. La pièce était si remplie de bougies qu'il y faisait chaud comme dans un four. Fin de citation. Pour maintenir et faire vivre sa petite cour dans un semblant d'entente, l'empereur devait souvent intervenir et il y réussissait parfois en dépit des chamailleries de ces dames qui se jalousaient. Madame de Montelon, toujours bien mise et qui faisait la coquette, était la préférée de Napoléon, qui la recevait souvent, même quand il était dans son bain. Inutile de dire que Madame la comtesse Bertrand en souffrait. Et il en allait de même chez ces messieurs. Le général Gourgaud ne cessait de provoquer le général Montelon, qui lui-même était jalousé par le général Bertrand, le grand maréchal du palais. De jour en jour, la situation se dégradait. Il n'y avait plus de vie sociale, ou si peu. Drames et abandons rendaient la vie impossible. Le 1er janvier 1816, alors que tout ce petit monde s'était réuni pour présenter leurs vœux à l'empereur, celui-ci de leur dire « Vous ne composez plus qu'une poignée au bout du monde, votre consolation doit être au moins de vous y aimer. » En effet, à midi, on ne partageait plus les repas, chacun mangeait dans sa chambre. Les Bertrand eux-mêmes s'étaient installés dans une autre maison. Au-delà de l'estime que ces personnes montraient encore à l'empereur, il y avait des jours où ils oubliaient le respect qu'ils lui devaient. Un soir où le général Gourgaud s'était laissé aller à prononcer des paroles malheureuses, Napoléon l'apostropha rudement en disant « Ce n'est pas aux Tuileries que vous m'auriez parlé ainsi. Alors, tout ce que je faisais était bien. »
Tous vivaient une sorte de descente aux enfers. Enfer humide, étouffant, désespérément clos, sans avenir, sans espérance de retour en Europe. Et chacun de se dire « Nous allons tous mourir ici ». Cette horrible situation, c'était la victoire du gouverneur Hudson Lowe et de Lord Henry Bathurst, le secrétaire d'État à la guerre et aux colonies. Leur but était d'étouffer à petit feu le prisonnier Bonaparte et tous ceux qui l'accompagnaient, les amener à une lente désagrégation du corps et de l'esprit. Napoléon disait « Mon corps est en votre pouvoir, mais mon âme est libre. Il y a différentes manières d'assassiner un homme, par le pistolet, par l'épée, par le poison ou par l'assassinat moral. C'est la même chose en définitive, excepté que ce dernier moyen est le plus cruel. J'étais venu m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je demandais une loyale hospitalité et contre tout ce qu'il y a de droit sur la terre, on me répondit par des fers. Vous n'avez laissé arriver jusqu'à moi aucune nouvelle, aucun papier d'Europe. Ma femme, mon fils même n'ont plus vécu pour moi. Vous m'avez tenu 6 ans dans la torture du secret. Il m'a fallu m'enfermer entre 4 cloisons dans un air malsain, moi qui parcourais à cheval toute l'Europe. Vous m'avez assassiné longuement, en détail, avec préméditation. Vous finirez comme la superbe République de Venise, et moi, mourant sur cet affreux rocher, privé des miens et manquant de tout, je lègue l'opprobre et l'horreur de ma mort à la famille régnante d'Angleterre. Il n'y a pas une indignité, pas une horreur dont vous ne vous soyez fait une joie de m'abreuver. Les malheurs aussi ont leur héroïsme et leur gloire. Dans 500 ans, le nom de Napoléon brillera, et ceux de Bathurst, de Castlereagh et le vôtre, Hudson Lowe, ne seront connus que par la honte et l'injustice de leur conduite envers moi. » Fin de citation. Heureusement, quelquefois une lumière venait égayer la morne vie de l'empereur. C'était la visite de la jeune Betsy, fille de M. Balcombe, celui qui l'avait accueilli dès son arrivée à Sainte-Hélène dans son charmant cottage des Briards. Napoléon aimait la rencontrer. Ces visites lui rappelaient les jours heureux qu'il avait vécus aux Briards. Dans une ambiance champêtre, c'étaient des moments de joie, illuminés par le sourire de Betsy qui écrivait dans ses souvenirs « L'empereur se révéla plutôt petit, ses traits d'une pâleur mortelle demeuraient d'une extrême beauté malgré leur froideur, leur impassibilité et quelque chose de dur. Mais sitôt qu'il parla, son sourire enchanteur et la douceur de ses manières dissipèrent mes craintes. Pendant la conversation, j'examinais son visage. Je n'en ai jamais rencontré de si remarquable. Son sourire et ses yeux étonnamment expressifs, c'est ce qui le rendait si sympathique et si charmeur. Fin de citation. Comme déjà vu, dans ce Longwood malsain et retiré de tout, l'empereur avait imposé une étiquette stricte, car il craignait que le désœuvrement ne donnât prise à une camaraderie de caserne. Intimement persuadé qu'il allait terminer sa vie sur cette île, en exigeant le maintien d'un strict cérémonial
il voulait convaincre ces geôliers anglais qu'il était et qu'il resterait pour la postérité l'empereur Napoléon. Bien sûr, ces Anglais n'étaient pas tous d'une sévérité excessive, à l'exemple de l'amiral Cockburn qui, bien que respectant strictement les ordres du cabinet britannique, entretint avec lui des rapports courtois. Cependant, cela ne dura pas, car en avril 1816, Cockburn dut rejoindre son poste en Afrique du Sud comme gouverneur du Cap. Et celui qui devait le remplacer s'appelait Hudson Lowe. De prime abord, Napoléon pensait qu'il s'entendrait mieux avec un général d'artillerie qu'avec un marin comme Cockburn. Mais cet espoir fut de courte durée, car le nouveau gouverneur Hudson Lowe était un personnage fait pour devenir un geôlier. Méticuleux et brouillon à l'excès, vaniteux, pointilleux, rigide, il eût été difficile de trouver mieux pour ce genre d'affectation. Quelle figure sinistre que celle de ce gouverneur, c'est à ne pas boire sa tasse de café si on avait laissé un tel homme un instant seul, disait Napoléon. Et s'adressant à Lascaz, mon cher, on pourrait m'avoir envoyé pire qu'un geôlier. L'ambiance entre les deux hommes se détériora très rapidement, car le ministre des colonies, Lord Bathurst, avait transmis à Hudson Lowe de nouvelles instructions quant à la surveillance du prisonnier et de sa suite. Limitation des promenades dans l'île, surveillance des visus du captif, diminution drastique de la somme allouée pour l'entretien de tous les Français, contrôle de la correspondance et des livres, autorisation préalable du gouverneur pour les voyageurs qui désiraient rencontrer le prisonnier. Et Napoléon de dire « Quelle certitude ai-je que le gouverneur ne viendra pas sous quelque prétexte, lorsque j'aurai à peu près fini mon histoire, s'en emparer aussi ?» L'empereur parlait là de la rédaction de ses mémoires. « Il faut que je brûle tout ce que j'ai écrit. Cela me servait d'amusement dans cette triste demeure, et cela aurait pu être intéressant pour le monde. Mais avec ce bourreau, il n'y a ni sécurité ni garantie. Il viole toutes les lois. » Quant à la surveillance tatillonne dont il était l'objet de la part du gouverneur, Napoléon disait « La joie rayonnait dans ses yeux quand il est venu, parce qu'il avait trouvé un nouveau moyen de nous tourmenter. Comme il entourait la maison avec son état-major, j'ai cru voir des sauvages de la mer du Sud dansant autour de prisonniers quand ils vont les dévorer. Hudson Lowe ne sut jamais trouver la juste mesure entre souplesse et sévérité. Manquant totalement de psychologie, il rendit la vie impossible à tous les résidents de Longwood. Et Napoléon d'ajouter « Vous êtes pour nous un plus grand fléau que toutes les misères de cet affreux rocher. J'ai vu des Tartares, des Cosaques, des Kalmouks, mais je n'ai jamais vu une figure aussi sinistre et aussi repoussante que la vôtre. » À partir de 1818, Hudson Lowe exigea de tous ceux qui désiraient voir l'empereur de lui rapporter tout ce qui se disait ou se faisait en sa présence. Alors, pour répondre à ce qu'il considérait comme une mesure vexatoire, Napoléon décida d'interdire toutes les visites. De ce moment,
confiné dans sa demeure, surveillé de près par ses geôliers et ne s'accordant plus aucune promenade quotidienne, sa santé se dégrada rapidement. En 1820, sur les instances de son médecin Antomarchi, il accepta de s'adonner à quelques menus travaux de jardinage, et pour qu'il puisse se promener dans son jardin sans être vu de ses geôliers, ses serviteurs élevèrent un petit muret tout autour de celui-ci. Ces travaux lui procurèrent 6 mois de détente. Malheureusement, ce répit ne dura pas, car le manque d'exercice, principalement les longues chevauchées, et la réclusion qu'il s'était imposée avaient aggravé sa santé. De plus en plus faible, l'empereur se laissait aller. Il restait des heures entières allongé sur un canapé ou sur son lit de camp. À d'autres moments, il prenait des bains si chauds que ses serviteurs n'osaient y tremper la main. Ce traitement ne fit qu'empirer ses souffrances. Il se plaignait de ses jambes fortement enflées, de refroidissement dû à l'humidité ambiante, de fortes douleurs au côté droit. Ausculté, le docteur Antomarchi ergotait et sans conviction diagnostiquait une hépatite aiguë. De fait, dans son fort intérieur, l'empereur pressentait qu'il n'en avait plus pour longtemps. « Eh, messieurs, vous croyez que je badine? Il n'en est pas moins vrai que je sens là quelque chose qui n'est pas ordinaire. » À partir de l'automne 1820, sa santé s'altéra fortement et de jour en jour il déclina. Pour tous ceux et celles qui avaient accepté de le suivre sur cette île maudite, c'était alors un horrible dilemme, mélange d'espoir et de tristesse. Espoir, car si la mort de l'empereur leur ouvrait la perspective de pouvoir retourner en France, de l'autre, sa disparition les plongeait dans une profonde tristesse et dans le plus grand désespoir. Le 1er janvier 1821, Napoléon s'adressait à son premier valet de chambre Marchand. « Ah, le lit est devenu pour moi un lieu de délices. Je ne l'échangerai pas pour tous les trésors du monde. Quel changement! Combien je suis déchu! Il faut que je fasse un effort lorsque je veux soulever mes paupières. Mes forces, mes facultés m'abandonnent. Je végète, je ne vis plus. Ce ne sera pas long, mon fils, ma fin approche. Je ne puis aller loin. Oui, il en sera ce que Dieu voudra. » Dès le mois d'avril 1821, la maladie empira. Débuta alors une agonie qui allait durer environ 40 jours dans d'atroces souffrances. « La machine est usée, elle ne peut plus aller. C'est fini, je mourrai ici. » Napoléon ayant refusé de se faire examiner par des médecins britanniques, seul le docteur Antomarchi put l'ausculter avec plus d'attention. Pendant qu'il l'examinait, l'empereur lui dit « J'éprouve une douleur vive et aiguë qui semble me couper comme un rasoir. Mon père est mort de cette maladie à l'âge de 35 ans. Ne serait-elle pas héréditaire? Ne craignez pas de parler, docteur. Vous avez affaire à un vieux soldat qui aime la franchise. Dites, que pensez-vous de moi? Je vais rendre à la terre un reste de vie qu'il importe tant au roi d'avoir. » À la suite de cet examen,
le docteur Antomarchi se retira dans l'antichambre où plusieurs médecins anglais l'attendaient. Il leur exposa la situation du malade et leur fit part de son diagnostic. Après d'âpres discussions, il fut décidé de lui faire prendre du calomel, c'est-à-dire du chlorure mercureux, en vue d'augmenter la sécrétion biliaire. Mais à peine en avait-il absorbé une première dose que son estomac se retourna. Les douleurs devinrent alors insupportables et à partir du 15 avril, il ne quitta plus le lit. Montrant alors un indéniable courage et prévoyant l'issue fatale de cet ultime combat, il entreprit la rédaction de son testament. Napoléon, ce jour du 15 avril 1821, à Longwood, île de Sainte-Hélène. Ceci est mon testament ou acte de ma dernière volonté. Premièrement, je meurs dans la religion apostolique et romaine, dans le sein de laquelle je suis né il y a plus de 50 ans. Deuxièmement, je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Le 3 mai, une dernière fois, il put s'adresser à ses compagnons. Vous avez partagé mon exil, vous serez fidèles à ma mémoire, vous ne ferez rien qui puisse la blesser. Le 5 mai, Hudson Lowe fut averti par le docteur anglais Arnott que sa fin était proche. À Longwood House, tous se préparaient à cette issue fatale. Les généraux Montelon et Bertrand, ses serviteurs marchands, Ali, Novera, Santini, la comtesse Bertrand et ses enfants étaient présents, accablés de tristesse. L'abbé Vignali priait dans la salle à manger transformée en chapelle. Vers 15 heures, le docteur Arnott envoya un message au gouverneur. Le pouls ne peut plus être perçu au poignet. La chaleur quitte la surface du corps, mais il peut durer encore quelques heures. À 17h30, second message. Il est plus mal. La respiration est devenue plus courte et plus difficile. Quelques minutes plus tard, le soleil s'étant couché, Napoléon rendit le dernier soupir. Il était 17h49. Aussitôt l'on arrêta toutes les pendules et le docteur Arnott envoya un troisième message. Il vient d'expirer. Alors, tous ceux qui l'avaient accompagné librement, de même que ses serviteurs, s'approchèrent et, mettant un genou à terre, lui baisèrent les mains. Plus tard, dans la soirée à Plantation House, alors qu'il se promenait dans les jardins de sa demeure en compagnie de son secrétaire, le major Gorecker, et du médecin Henry, le gouverneur Hudson Lowe s'exclama « Eh bien, messieurs, il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre et aussi le mien, mais je lui pardonne tout. À la mort d'un aussi grand homme, nous ne saurions éprouver que recueillement et regret. » Parole stupéfiante de la part d'un homme qui, durant presque 5 années, n'avait cessé de rabaisser son prisonnier. Est-ce l'émotion de le voir étendu mort qui lui fit tout à coup comprendre qu'il avait là devant lui non plus le général Bonaparte, mais l'empereur Napoléon? Le lendemain, en présence des médecins anglais Short, Mitchell, Arnott, Livingstone, Burton, Henry et Rutledge, l'autopsie du corps fut pratiquée par le docteur Antomarchi.
Étaient aussi présents Bertrand, Montelon, l'abbé Vignali, Marchand, Pierron et Ali. Aussitôt qu'elle fut terminée, une dispute éclata entre les médecins présents. Les Anglais concluant que l'empereur était mort d'une maladie du foie, alors qu'Antomarchi penchait, et plus vraisemblablement, pour un ulcère cancéreux de l'estomac. Après cela, et juste avant la toilette funèbre, Madame Bertrand proposa au docteur Antomarchi de faire un moulage du visage du défunt. Puis Marchand et Ali revêtirent l'empereur de son uniforme des chasseurs de la garde, orné de la plaque et du cordon de la Légion d'honneur. La dépouille mortelle de Napoléon, transportée dans l'ancien cabinet de travail transformé en chapelle ardente, fut exposée, recouverte du grand manteau de Marengo, sur un catafalque entouré de 4 candélabres. Le 6 et le 7 mai, durant plusieurs heures, les autorités anglaises, la garnison et la population de l'île défilèrent avec un profond respect. Le 9 mai, l'empereur fut inhumé dans la vallée dite du Géranium, près d'une source qu'il appréciait tout particulièrement, à l'ombre de quelques saules. Et le 21 mai, après s'être recueilli une ultime fois sur sa tombe, ses compagnons d'exil quittèrent Sainte-Hélène. Napoléon resta seul sur cette île maudite, reposant sous une dalle anonyme jusqu'en 1840, date à laquelle sa dépouille fut ramenée en France à bord du navire La Belle Poule. Et c'est aux Invalides, sur les bords de la Seine, auprès de son peuple, qu'il repose encore aujourd'hui. Écoutons une dernière fois ce qu'il disait à ses compagnons quelques jours avant de rendre le dernier soupir. Après tout, ils auront beau retrancher, supprimer, mutiler, il leur sera bien difficile de retrancher tout à fait. Un historien français sera pourtant bien obligé d'aborder l'Empire, et s'il a du cœur, il faudra bien qu'il me restitue quelque chose, qu'il me fasse ma part. Et sa tâche sera aisée, car les faits parlent. Il brille comme le soleil. J'ai refermé le gouffre anarchique et débrouillé le chaos. J'ai dessouillé la révolution, anobli les peuples et raffermi les rois. J'ai excité toutes les émulations, récompensé tous les mérites et reculé les limites de la gloire. Tout cela est quand même bien quelque chose. Quand je serai mort, chacun de vous aura le bonheur de revoir l'Europe, ses parents, ses amis. Moi, je reverrai mes braves dans les Champs-Élysées. Oui, Kléber, Desaix, Bessières, Duroc, Ney, Murat, Masséna, Berthier, tous viendront à ma rencontre. En me voyant, ils deviendront tous fous d'enthousiasme et de gloire. Nous causerons de nos guerres avec les Scipions, les Hannibal, les Césars, les Frédéric. À moins que là-bas, on ait peur de voir tant de guerriers ensemble. J'ai sanctionné tous les principes. Je les ai infusés dans mes lois, dans mes actes. Il n'y en a pas un seul que je n'ai consacré. Malheureusement, les circonstances étaient graves. J'ai été obligé de sévir, d'ajourner. Les revers sont venus, je n'ai pu débander l'arc.
et la France a été privée des idées libérales que je lui destinais. Elle me juge avec indulgence, elle me tient compte de mes intentions, elle chérit mon nom, mes victoires. Imitez-la, soyez fidèles aux opinions que nous avons défendues, à la gloire que nous avons acquise. Il n'y a hors de là que honte et confusion. Je vous remercie de votre attention.